Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un artiste pluriel, DJ, producteur, compositeur et véritable showman, classé 6 fois parmi le top 100 des DJ mondiaux. Transmet son énergie partout où il passe, sur scène, avec ses platines, il chante, il joue de la batterie et du piano. Sur les réseaux, il relève le défi pour créer la Dream Track de ses invités. Il nous fait le plaisir d'un interlude avant d'électriser le port Hercule de Monaco pour la fête de la musique. Bonjour Mosiman. Comment ça va ? Bah ça va. C'est une Mosiman, sacrée. c'est ton nom ou... C'est mon nom de famille. Ah. Je suis pas allé chercher bien loin pour mon nom d'artiste. C'est mon nom de famille. Et très jeune, très jeune, je crois même à l'école primaire, tout le monde, je sais pas d'où ça vient, mais toujours tout le monde m'a appelé Mosi. Parce que tu sais, souvent on utilise les diminutifs des noms de famille. Je sais, moi je m'appelle Geneviève, alors imagine-toi, il n'y a pas grand monde qui m'a appelé Geneviève Voilà. Depuis toujours. Et du coup, ton nom de famille, c'est quoi ? Alors mon nom de famille c'est Berthy, mais moi on m'appelait Vava. Vava, voilà. Donc tu comprends totalement. Donc moi, tout le monde m'appelle Mosi. Est-ce que ça te donne pas l'impression d'être quelqu'un d'autre ? Complètement. Ah. Mais tu sais que quand j'ai commencé ma jeune carrière en passant par la Starac, j'avais pas trop calculé parce que la seule personne qui m'appelait Quentin, qui est mon prénom, c'était ma maman. Alors pardon, je savais même pas. Tu sais, mais les gens savent pas en général. Je savais même pas. Mais tu vois, et donc quand je suis passé par la Starac, j'avais donné mon prénom, et donc je me suis retrouvé devant la France entière. Et les gens m'appelaient Quentin, et je trouvais ça trop bizarre pour moi. J'avais l'impression, tu sais. Et puis je me suis dit, ça a quand même duré quelques années derrière. Et je me suis dit, mais je peux plus changer de prénom, c'est impossible, c'est compliqué. Non. Et un jour, à force d'aller jouer à l'étranger et de me rendre compte qu'ils n'arrivaient pas à prononcer Quentin. C'est ça. Donc ni les Chinois, ni les Américains, il y a Quentin, c'est dur à dire. Je me suis dit, vas-y, on arrête tout, on revient à l'essentiel. On m'a toujours appelé Mosi, je vais pas commencer à... Et donc c'est resté Mosiman, et c'est très bien comme ça. Ouais, parce que tu disais les Chinois, les Américains, ce qui est quand même incroyable, tu parles de ta jeune carrière à la Starac, elle est pas si loin que ça, hein, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que tu as déjà, alors je sais pas comment on dit, mixé, joué, chanté, tu as fait de la scène en tout cas, dans presque tous les pays du monde. J'en ai encore 2-3 à visiter, mais c'est vrai que j'ai eu la chance les spots où il faut aller, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, ouais. T'as fait Pacha, pour moi, qui suis... Alors peut-être que c'est générationnel, je sais pas, hein, mais pour moi, Pacha Ibiza, c'est... Ouais, c'était incroyable. C'est vraiment une scène, c'est un endroit où il faut être passé si on veut avoir une carte, quoi. Alors oui, mais je veux pas briser le rêve, mais je préfère être honnête avec les gens qui nous écoutent. J'ai fait le Pacha, c'était en résidence. Ouais. C'était dans la Funky Room. Je sais pas si tu te souviens, et qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus. Ça a été racheté justement par un groupe chinois. Et la Funky Room, c'était une petite salle de 50 personnes qui jouaient plus minimal techno. Et j'avais chanté et mixé à cet endroit-là. Je faisais les deux en même temps à l'époque, pas comme aujourd'hui. Et j'avais rencontré un touriste français qui m'avait dit, mais attends, ça serait super que tu fasses le casting de la Starac. Et moi, j'étais underground, j'étais indie. Je voulais absolument pas que mes potes me disent que je sois un vendu ou quoi. Donc j'avais dit non. J'avais dit non, c'est pas pour moi, je vais pas faire ça. Et puis à la fin de l'été, j'avais pas une thune et j'ai rappelé le gars en lui disant, écoute, je vais le faire. T'as tué ma question. J'allais dire comment on se retrouve quand on est un DJ underground, comment on se retrouve à la Starac. Tu viens de répondre à ma question. Bah écoute, on s'y retrouve parce que moi je viens d'une famille pauvre où c'était très compliqué avec ma maman. Et... vous viviez tous les deux seuls ? Ouais. En tout cas, vous viviez sans ton père. C'est ça. Ouais, j'ai pas connu l'image du couple parfait. Ouais. Quoi. Ils étaient séparés dès la naissance. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que, sans rentrer dans le détail, mais ma sœur est partie vivre en Suisse avec mon père, donc je me suis retrouvé avec ma maman. Et puis des beaux-pères, voilà, c'était un peu compliqué. Ça c'est la vie, hein. C'est à partir du moment où on prend un tournant comme ça, derrière il y a peu de chances pour que ça soit, parce que la famille parfaite n'existe pas. Bien sûr. Et est-ce que toi tu en as conçu, je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ton idée de la famille, parce que tu me dis la famille parfaite, mais en fait la famille parfaite c'est la famille où on est bien et où on est heureux. Oui, non c'est ça. Je pense que j'ai fait un gros travail sur ça. Et je pense qu'avec le temps, avec la thérapie aussi, ça m'a permis de me pardonner et puis de pardonner certaines choses. Et vraiment, c'est un truc qui est super important pour moi. Souvent, on me pose la question en interview de quel est le meilleur endroit ou le plus bel endroit où j'ai mixé dans le monde.
Et c'est une de tes questions? Non. Non, Non, mais ma question à moi, c'était où c'est chez toi? Ah, eh ben, c'est la même réponse, figure-toi. C'est la même réponse, c'est avec les gens que j'aime. Ouais. Donc il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... Tu vois, je suis content d'être ce soir à Monaco, mais je serais tout aussi heureux dans un endroit un peu merdique avec les gens que j'aime. Oh, moi, je suis tout à fait ce que tu dis. Moi, l'important, c'est que je sois bien accompagnée. C'est exactement ça. C'est pas vraiment l'endroit où je suis. Parce que parfois, je me rends compte qu'effectivement, je suis pas dans un endroit terrible, Ouais. mais si la compagnie est géniale, tu rentres après et tu dis « Oh là là, c'était dingue !» C'est exactement ça. Tu vois? Je suis allé il n'y a pas très très longtemps dans un parc d'attractions que je peux pas nommer. Ah bah non, ça va pas leur faire plaisir. Qui était vraiment... Écoute, franchement, c'était nul. Je veux dire, les attractions étaient nulles, tout a mal vieilli, tout est vraiment un peu laissé. Sauf que j'étais avec des gens que j'aime énormément. Et tout s'est transformé en... C'était tellement gros, si tu veux, que bah, j'en garde un souvenir super. Moment, mais j'ai envie d'y retourner, du coup. J'ai envie d'y retourner avec les mêmes gens. Avec les mêmes, bah, c'est sûr. Hein. Alors, la Starac, Ouais. est-ce que finalement, avec le recul, est-ce que tu considères que ça a été un bon choix, un bon move? Ah oui, moi je regrette pas une seconde. Parce que est-ce que ça a décuplé? Parce que tu étais underground, mais tu étais très coté dans ta, j'allais dire spécialité, en tout cas dans ton mouvement, tu étais très coté. Et là, avec la Starac, tu passes à un niveau de popularité qui est différent. C'est un peu fou comme histoire, la Starac. Mais comment dire? C'est vrai que comme je viens de l'underground et que je viens de la musique vraiment spé, j'avais l'impression j'avais un peu le complexe, tu sais, de l'imposteur. Souvent, je me disais, mais pourquoi est-ce que moi je suis ici? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont penser, mes potes, qui étaient un peu, tu vois, dans la vraie musique, entre guillemets. Et puis, en vieillissant, tu te rends compte que tout ça, c'est des conneries. Tu es, à un moment donné, ta musique te rattrape, le public te rattrape, et il y a une espèce d'alignement qui se fait. Ouais. Donc, la Starac, si c'était à refaire, je le referais. Superbe expérience, ça a changé ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant. Mais comme des rencontres, tu vois, comme des rencontres avec des artistes ou des choses comme ça. Et à l'inverse, je pense que j'aurais pas eu la même haine et la même volonté de réussir en tant que DJ si j'avais pas eu un peu ce trauma de « Ok, mais t'es pas vraiment un DJ parce que t'as fait la Starac ». Ça a mis quelques années, tu vois. Tu as eu ça? Mais je pense, parce que si j'avais été un DJ très mainstream, très commercial, très axé sur faire que des tubes radio, etc., peut-être que j'étais aligné, que c'était la bonne chose à faire, et j'étais pas là-dedans. J'étais vraiment dans une musique un peu en marge, un peu niche, qui est de la tech house, de la bass house, donc il y avait quelque chose de très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, ça va. Ça, c'est déjà bien, mais j'allais te dire, tu m'as parlé de la Suisse tout à l'heure, la Suisse et toute cette région-là, qui va jusque frontière d'Allemagne, etc., l'Autriche un petit peu, c'est vraiment le berceau de la tech house et de la bass house. Enfin, il y en a beaucoup. Je trouve qu'on en a quand même plus en France, tu vois. Quand je compare en Suisse, on a Luciano qui a quand même été un précurseur pour cette musique-là. EDX aussi, Anna, mais plus du côté suisse-allemand. Tu vois, quand on se moi, je pensais à Zurich, en t'écoutant parler, pensais à Zurich. Moi, moi, je suis suisse-allemand, si tu veux, donc j'ai grandi avec ça. Là. On a des clubs qui sont super à Zurich, où tu peux vraiment t'amuser et vraiment passer... Il y a presque un truc un peu de berlinois là-dedans. Mais c'est vrai que dans le berceau de la musique électronique, je crois que mes pères sont quand même plus... français, tu vois, c'est comme mon cœur qui est franco-suisse. Bon, Est-ce que tu parles le Schweizerdeutsch? Ja, c'est très clair. Ah bah bien sûr. Sinon, je peux plus. Faut que je puisse travailler parce que moi, j'ai ma vie d'artiste. Le reste du temps, je travaille à la crêperie de mon papa qui est sur une montagne où il faut encaisser les gens et c'est en Schweizerdeutsch. Ils sont tous suisse-allemands. Oui, bien sûr. Ah bah ouais. Crêperie de ton papa. Bah dis donc. Il y a une seconde, tu m'as laissé penser que tu n'étais pas un DJ professionnel, mais en fait, oui. Est-ce qu'on arrive à vivre bien, même en étant un DJ de niche, parce que tu dis déjà besoin de thunes. Est-ce qu'on arrive à vivre bien de ce métier-là ou pas? Écoute, avant d'en vivre bien comme j'en vis aujourd'hui, il y a bien 15 ans où t'en vis pas bien. C'est vrai. Mais tu sais, c'est un truc d'évidence. C'est comme une histoire d'amour. Il y a l'évidence ou pas. Parce que j'allais te dire, qu'est-ce que tu me dis, il y a l'évidence, très bien. Alors, je comprends que la musique, c'est une évidence pour toi, mais c'est quoi qui t'a tenu? Parce qu'il faut beaucoup de persévérance quand même. Écoute, le fait d'être derrière les platines,
que ce soit, tu vois, ce qui est drôle quand même ce soir, c'est que moi, les premières fois où je venais mixer à Monaco, je mixais à la brasserie de Monaco. C'est vrai? Et je mixais au-dessus des fûts, tu sais. Mais dingue, mais alors, du coup, je suis peut-être venue prendre un verre avec toi. Ah, c'est possible. Donc j'ai mixé 2-3 fois. J'ai mixé 2-3 fois là-bas. Et aujourd'hui, je mixe, je sais pas combien il y aura, peut-être 5000 personnes ce soir. Ouais. Et évidemment, c'est plus gros, le show est plus gros, tout est plus gros. Mais je crois que j'ai exactement la même chose dans le cœur. Donc, je suis heureux de mixer dans une cave où il y a 400 personnes, où ça sent la transpi, où ça va envoyer de la grosse techno. Et je suis aussi très heureux de faire un festival comme, je sais pas, le Touquet Music Beach cette année, où tu as 50 000 personnes devant toi. Je suis pas... Ça fait quel effet, Moisy 50 000 personnes devant toi? Autant qu'une cave de 400. C'est vrai? Ah ouais, moi je suis... Parce que moi, j'ai cette image dans la tête, mais parce que ça m'est jamais arrivé, je dois le dire humblement, ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver sur une scène avec 50 000 personnes devant moi, qui en plus... alors maintenant, tout le monde a son téléphone en l'air, parce que je suis allée à Ushuaïa cet été, pour voir la scène quand t'es pas devant, c'est compliqué avec le téléphone. Je sais. Moi, j'organise des soirées sans téléphone. Ah, c'est important pour moi. C'était ma prochaine question. Ok, viens, on se la garde. Mais je ressens la même chose. Si tu veux, je reste fasciné par un truc. C'est le fait que des gens payent pour venir me voir. Ça me fascine. C'est-à-dire que non seulement il y a des gens qui payent, qui prennent des tickets pour venir me voir, mais en plus, il y a des organisateurs qui me payent pour que je vienne. Et ça, j'ai toujours je pense toujours au petit garçon que j'étais quand je venais d'avoir 18 ans et que je faisais les mariages et les animations dans le Var, du côté d'Hyères-les-Palmiers. Et il y a eu une petite incursion dans le Var quand même. Hein. T'es pas complètement Svesordutch parce que non, je me disais. Oui, il y a un truc. Je me disais, il y a un truc. J'ai déménagé dans le Var quand j'ai eu 16 ans. J'ai découvert justement la musique électronique, l'animation, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je repense à moi qui prenais la voiture, je mettais mes enceintes, je louais mes platines. On me donnait, je crois à l'époque, genre 200 €. Et 200 €, c'est ce que ça me coûtait chez Prestige Événements pour louer les platines, le setup, le son et tout. Donc j'étais à perte, mais j'étais tellement heureux. C'est pas de la passion, ça? Ah ouais, j'étais tellement heureux. T'étais heureux de dire à ta maman, j'ai un cachet. Ouais, c'est ça. C'est ça? Exactement. Parce que, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou des moments où tu t'es dit, bon, peut-être que c'est pas... Parce que le temps que ça explose, ou le temps que tu fasses vraiment des choses avec de l'ampleur, est-ce que tu as douté? Je doute tous les jours. Hein. Tous les jours. Moi, j'ai cette... si tu veux, les deux trucs qui ont toujours persisté, c'était le doute et la notion d'alignement. J'étais fasciné par des artistes qui étaient alignés. Je comprenais pas pourquoi moi je l'étais pas. Tu vois, je pense à Angèle par exemple. Je sais pas quel serait l'équivalent de Angèle quand j'avais 18 ans. Peut-être que peut-être qu'Amélia Jordana, tu vois. Moi, elle sortait de, je crois que c'était Nouvelle Star, quelque chose comme ça. Nouvelle Star, ouais. Et moi, je comprenais pas pourquoi, je n'y arrivais pas. Pourquoi est-ce que mes titres ils passaient pas en radio? Et elle était genre ultra apaisée, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait où elle allait, un peu comme Angèle aujourd'hui, tu sais, que quand elle avait 17 ans, elle postait déjà des vidéos, elle savait déjà exactement où elle voulait aller. Moi, j'ai mis 15 ans quand même. J'ai mis 15 ans pour savoir qui j'étais, savoir où je voulais aller et savoir que le matin, quand je me regarde dans le miroir, j'allais enfin être en phase avec moi-même. Que ce soit artistique, que ce soit musical. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose, ce truc d'alignement qui était omniprésent. Et pour répondre à ta question précédente, je pense que j'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut 15 ans pour réussir du jour au lendemain. Pour moi, c'est vrai quoi. Je commence vraiment aujourd'hui à sentir que le travail a payé, je commence à voir la différence, je commence à voir... C'est ça, j'allais te dire, est-ce que tu ressens cette différence dans la façon dont les gens te regardent, dans la façon dont ils s'adressent à toi, dans le rythme de ton quotidien, les sollicitations que tu reçois? C'est très étrange. Il y a aussi ça, quand tu dis aligné, ça vient aussi de là. Hein, parce que c'est aussi ce que les gens te font ressentir, peut-être. Si tu veux, moi, j'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Et parfois ça me fait même un peu de mal de devoir... je sais pas, mais... Tu sais, il y a un truc où il faut un peu mystifier parfois pour que ce soit sympa pour les médias. Il faut prendre un peu de distance. Je peux plus faire 2 heures de dédicace quand je fais un concert d'1 heure. Et il faut que j'aille me coucher, que je me repose. Enfin, tu vois, typiquement cette nuit, je sais que je vais terminer tard, mais en même temps, j'ai un avion à 4 heures du mat pour pouvoir rentrer vite à Paris pour aller faire le Dream Track de lundi. Donc, c'est vraiment... j'ai plus le temps de prendre autant de temps pour les gens et ça me fait un peu de peine. Mais du coup...
je vois aussi les gens un peu changer. Ah bah. Ce qui est étrange, hein, mais même des gens proches parfois. Ah. Et je l'avais pas vécu depuis la Starac. Si tu veux, la Starac, c'était un choc. C'était une machine complètement folle. Tu te retrouves devant 11 millions de téléspectateurs du jour au lendemain, alors que toi, tu étais dans ton Var en train de faire des animations en maison de retraite. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu comprends pas ce qui t'arrive. Et psychologiquement, c'est. Et on si t'es commence pas à prêt. te reconnaître dans la rue, et on commence à t'interpeller. Ouais. Et ça fait. Et sur les réseaux. On n'a pas encore parlé des réseaux parce que les réseaux, pour toi, c'est un fonds de commerce. Enfin, fonds de commerce. Ouais, bien sûr. C'est un way of life aujourd'hui. Complètement. Mais les réseaux aussi, entre la Starac et les réseaux. J'ai vécu la vague. La Starac, quand j'ai gagné la Starac, Facebook venait d'être créé et Insta venait d'être lancé. Donc c'était pas du tout pareil. Si tu veux, c'était vraiment tout le temps. C'était H24 dans la rue parce que les gens avaient regardé vraiment la télé. Les réseaux étaient pas du tout. Parce que 11 millions de personnes qui regardent la télé, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme. 11 millions quantifiés. Ça veut dire tous ceux qui passent, qui regardent, qui s'arrêtent pas, machin, ils sont pas quantifiés. Donc 11 millions. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et j'ai aussi vécu la vague de retour parce que, comme moi, ce que je voulais faire, quoi qu'il arrive, c'était de la musique électronique. Je le savais, c'était mon truc. Donc tu parlais de doutes, j'ai eu plein de fois où j'ai eu des doutes parce que le public qui m'avait suivi à la Starac, ils avaient l'impression que je les avais trompés et puis ils se comprenaient pas pourquoi. Tu vois, c'était aussi un public très familial. Il y avait des femmes d'un certain âge qui m'avaient vu, qui m'avaient aimé parce que j'avais chanté avec Johnny et Céline Dion. Et puis elles se retrouvent en club à 2h du matin à se faire du mal. Elles se font du mal à tenir debout pour venir voir un gars qui va absolument pas chanter les chansons de Céline Dion. Enfin, tu vois, il y a un truc. J'allais pas leur faire un concert de variété française. Donc il y a eu tout un moment où une grande partie du public a dû être mis à l'écart, un peu triste si tu veux, mais j'ai pas lâché le truc parce que je savais que j'allais rencontrer un nouveau public. Et je crois que j'ai mis 15 ans. Et aujourd'hui, je ressens ce que j'avais vécu en sortie de Starac parce que je vois dans les yeux des gens que le fait d'être plus fort sur les réseaux, ça change aussi parce que c'est ça, la Starac d'aujourd'hui, finalement, c'est les réseaux. C'est les réseaux, ouais. Est-ce que c'est une grammaire, bon, j'appelle ça une grammaire, mais est-ce que c'est un langage que tu as mis du temps à apprendre ou est-ce que tu as eu l'impression que ça venait tout seul? Parce que c'est quand même fort, hein, sur les réseaux, tu as une communauté qui est très friendly, c'est très bienveillant, ouais. J'ai une communauté bienveillant. très très bienveillante et c'est vrai que c'est très important pour moi. Je veux dire, jamais je croise des gens dans la rue mitigés, quoi. C'est ça. Je voudrais pas, par exemple, être dans la peau d'un politique. Tu vois? Ah ouais. Non mais je me dis les mecs comme des gars comme Zemmour par exemple, ça doit. Non mais je veux dire, ça doit être difficile de se balader à sa place. Quoi. Être clivant, c'est leur fond de commerce, tu vois. C'est-à-dire que le type dit pour vivre au milieu de tous les autres, il faut qu'on me remarque. Et pour qu'on me remarque, il faut que je dise quelque chose que les autres ne disent pas. Et c'est un peu ce que j'allais te dire, c'est quand on regarde tes contenus, ce que tu fais, etc. C'est pile dans ta cible, c'est-à-dire c'est ce que tu as envie de faire, mais c'est pas clivant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu pourrais heurter C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il y ait eu des femmes d'un certain âge. Voilà, c'est que c'est pas non plus un truc qui est complètement heurtant, tu vois. Après, moi, j'ai trouvé quand même... j'ai trouvé une technique imparable pour être clivant sans que ce soit de ma faute. Pour ceux qui me connaissent pas, donc sur les réseaux, je réalise ce qu'on appelle des dream tracks. Donc j'ai des invités, je discute avec eux. C'est carrément dingue ce truc. Merci. Je leur demande ce qu'ils voudraient dans leur titre, le titre de leur rêve. Donc ils peuvent tout me donner. Ils peuvent me donner un vocal de leur belle-mère avec un bruit de fourchette et puis d'autres trucs ou d'autres références, d'autres titres. Et c'est à moi de créer le titre en question. Mais du coup, imagine, je fais un truc ultra clivant, un peu nul ou un peu border, je suis pas responsable. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis que le vecteur. C'est eux qui t'ont donné le brief, en fait. Moi, je suis que le vecteur. Je fais juste, je fais que faire ce qu'on m'a demandé de faire. Alors, c'est un peu lâche. Hein. Non, mais la Dream Track, c'est très très fort. C'est-à-dire, alors pour remettre tout le monde dans la confidence, tout à l'heure, on faisait les photos sur la scène et j'ai vu ton set et je t'ai dit ouais, quand même. Et tu m'as dit oh, c'est pas si difficile en vrai. Et je te le redis pour la Dream Track. Tu vas me dire oh, c'est pas si difficile en vrai. Et en fait, si quand même. Ah bah écoute, je vais te dire le contraire. Hein. Enfin, les platines, parce qu'on était sur scène ensemble, c'est pas si difficile à comprendre une fois que tu as compris l'histoire des tranches, etc. Les Dream Track, c'est très difficile. Ah. Je te cache pas. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que enfin, il y en a tu plein reconnais que quand même tu te donnes du mal. Ah ouais, je me donne du mal, et puis surtout, il y en a plein qui peuvent pas sortir parce que j'y arrive pas. Si tu veux, le challenge, c'est de transformer
une idée en quelque chose de concret. Parce que toi, tu vas dire, je veux la voix de Michael Jackson et puis je veux l'instru de tel mec. Mais il y a un moment où, pour réaliser le truc, il faut jouer avec le rythme, il faut jouer avec les tonalités, il faut que ça fitte ensemble sans que la voix de machin soit trop dénaturée et l'instru soit trop bas ou trop... Il y a un truc, c'est la roulette russe. Et à chaque fois, je te jure, c'est systématique, à chaque fois que je termine un tournage de Dream Track, je me dis, putain, comment j'ai fait ? C'est un coup de... À chaque fois, je me dis, bon, c'est bon, celui-là, c'était un coup de chance. J'adore. Celui qui sort lundi, c'est un coup de chance, par exemple. C'est vrai ? Ah ouais. Il était trop compliqué, celui-là. J'ai eu du mal à le faire, faut que je termine encore le montage demain, mais pour faire la prod, je me suis dit, mais ils m'ont demandé des trucs. C'était Jean-Pascal Zadi avec Loose and the Yakuza. Et ils m'ont demandé des trucs. Toi aussi, franchement, tu nous prends des trucs là. Moi, j'allais te parler d'Alain Chabat et de la réplique de je sais plus qui dans Astérix, mais mais parce que ça c'est tellement mainstream, tu te dis bon, bien que je suis quand même admiratif de ce que tu en as fait. Hein. Bah c'est grâce à lui, hein. C'est ses idées, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est toi qui les transforme quand même. Est-ce que en t'écoutant, je me suis dit, est-ce que tu as appris la musique ? Pas du tout. Tout est à l'oreille. Ouais, je suis autodidacte. Je sais pas ce que je fais. C'est un peu. C'est encore dingue. Non, mais c'est problématique parfois. Moi, je vais aussi, terminer le podcast en disant en fait, j'ai rencontré un type dingue. Parce que tu n'as pas l'air du tout. Hein, non, je suis très calme, moi. Est-ce qu'on continue de te reconnaître dans la rue ? Ah ouais, tout le temps. Toute la journée, tout le temps. Et j'adore ça, moi. T'aimes ça, hein ? Ah ouais, j'adore discuter avec les gens. Je prévois, mais tu sais que c'est bizarre, mais je sais par exemple si je prends le métro à Paris. Je prévois le temps en plus parce que je sais que je vais discuter avec des gens et parce que je suis passionné de rencontrer des gens. C'est ça le truc. Parce que, alors, j'avais mis ça sur le compte du fait que tu es moitié suisse, en disant le type, il est quand même très sur je suis très, le temps. Oui. Et puis, je suis très suisse sur ça. Je suis toujours à l'heure. Jamais en retard. Ouais. Parce que moi, tu sais, j'ai vécu longtemps en Suisse, je travaille dans le football, donc j'ai travaillé beaucoup avec des Suisses. Au Servette ? Alors non, Aïe. À l'UEFA, à la FIFA, et je travaillais au G14 qui était un groupement de clubs de football. Et donc je travaillais beaucoup avec les Suisses et les Suisses allemands, donc de Zurich et de Berne, monsieur. Ah oui, les Bernois. Et là je me suis rendu compte que c'est pas une légende, c'est pas un hasard si en Suisse on fait des montres. Ah bah non, bien sûr. C'est un truc de dingue. Mais c'est surtout que moi j'ai pas fait la paix avec ça. C'est un des rares trucs avec lequel j'ai pas fait la paix. Je juge très fort les gens en retard. Voilà. Moi, j'ai des amis qui sont jamais à l'heure. Ça me rend fou. Mais je te parle de 2 minutes. Tu fais des remarques et tout ? Ce matin, par exemple, mon vidéaste avait il avait 2 minutes de retard, ce qui est rien. Mais moi, ça faisait déjà 5 minutes que j'étais dans la voiture. Et ça me rend fou. Je trouve que c'est le summum du manque de respect. Ah, c'est une façon de voir. C'est vrai que quand on attend les gens, c'est pas marrant. Tu vois, par exemple, nous, on devait faire ce podcast un peu plus tôt. Ouais. Et l'avion avait genre 1h30 de retard. Ça me rend fou. C'est-à-dire que j'ai pensé à ça toute l'après-midi en me disant, il y a des gens, ils sont venus, ils ont pris leur matos, ils se sont installés, ils vont attendre je sais pas combien de temps et c'est pas de ma faute et ça m'énerve, tu vois. Alors rassure-toi, on n'a pas attendu tant de temps que ça. Bon, ça va alors. Parce que on a une équipe autour de nous et la tienne qui ont communiqué. Moi, je savais que tu étais en retard, donc je me suis pas pressée. Ok, bon, ça va alors. Voilà. Alors, on va juste 2 minutes parler de Monaco. Ouais. Tu me dis, c'est pas la première fois que je viens mixer à Monaco puisque je suis venue à la brasserie. Est-ce que au moment où tu reçois un contact et on te dit ça vous dit de faire la fête de la musique à Monaco, est-ce que ça tu te dis tiens, ça me ferait plaisir d'y retourner. Ouais, franchement, ouais. Surtout qu'on a reçu plein de demandes comme chaque année pour la fête de la musique. J'imagine. C'est-à-dire que moi je suis un peu épatée que Monaco ait réussi à t'avoir quand même. J'étais trop content. Mais non, mais parce que en fait, je me suis dit, je vais venir là, je sais qu'on va bien manger, qu'on va être bien reçu. Je vais potentiellement. L'accueil, c'est notre tradition. Ah non, ça c'est sûr. Je vais potentiellement choper un contact pour assister. Au Grand Prix. Au Grand Prix. Je me dis, s'il y a un adjoint au maire, s'il y a quelqu'un, les gars, notez tout ça, il y a des gens qui nous regardent autour. Notez ça, il faut qu'ils viennent au Grand Prix. J'en rêve, j'adorerais venir voir le Grand Prix, j'en ai jamais vu. On va s'occuper de ça quand ça même. Serait super. On va lancer un petit appel à tous ceux de l'Automobile Club qui nous écoutent. Moi j'aime bien, je trouve ça passionnant, mais alors ma famille, ma sœur, mon beau-frère, mon tour manager, ils sont tous comme des fous. Si je leur dis, écoutez les gars, j'ai 4 places pour Monaco, mais alors je vais me faire... c'est bon. Peut-être le héros plus, laisse tomber, que pour l'instant. Ah ouais, bah oui, quand même. J'allais dire, c'est plutôt ma sœur, l'héroïne, parce que je crois que être parent, c'est quand même le truc, tu vois, c'est... Comment ils vivent ça, ton entourage, cette espèce d'ascension, tu as changé complètement de dimension, etc. Comment ils ont vécu ça ? Moi déjà, j'ai une moitié de famille suisse-allemande. Mais qui s'en fout complet. Ils s'en foutent, ils n'ont pas capté. Ils voient que les chiffres augmentent sur les réseaux, mais
s'en foutent, quoi, parce que voilà. Ils voient que tu as quand même un peu plus d'argent. C'est même pas trop, c'est pas un truc d'argent, parce que je suis pas du tout. Moi, je partage, si tu veux. J'ai un rapport très spécial à l'argent. Comme je viens d'une famille très pauvre, quand j'ai de l'argent, quand j'ai une somme d'argent qui arrive, qui est importante, je la touche pas. Ah non, mais je la touche pas tout de suite. C'est sûr que je la place. C'est sûr que si je fais des travaux dans la maison de ma maman, ah ouais, je suis complètement suisse. Écoute, les coffres-forts, c'est né là-bas. Ah, par contre, non, mais je mets pas de côté. Je mets pas de côté. J'investis tout de suite. C'est-à-dire que, mais pas pour moi, quoi. Pour ma famille, pour mes proches. Je sais pas, je refais la déco chez ma sœur. Ou pas Je crois, ouais. C'est très important pour moi. Mais il y a le syndrome du gamin qui avait pas de thune, tu vois. Donc là, quand je gagne quelque chose, je sais que je l'investis tout de suite. Est-ce que toi, tu t'es posé la question de te dire j'aimerais une famille ? Ça viendra. Déjà, la famille la plus belle que j'ai, c'est celle avec le public. C'est ma plus belle histoire d'amour so far. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors ? Eh ben, une famille. Ah, mais au-delà de ça, non, je déconne. Parce que tu m'as dit ça viendra, non, donc je pense que tu as l'objectif. Ouais, bien sûr. Et là, je comprends du temps qu'on vient de passer ensemble que quand Moziman a un objectif, généralement, il l'atteint. Ouais, j'espère. Donc voilà. Donc c'est plutôt un souhait, c'est-à-dire pas un truc dont tu sais que tu vas le faire. Non, en vrai, moi, si tu vraiment en premier degré, là, ce qui est important pour moi, c'est de réussir ma carrière. Ouais. C'est d'aller à Ibiza, c'est d'aller aux États-Unis, c'est de faire le Dream Track de Jimmy Fallon, et c'est de faire. Ah oui, grave. Tu vois. Ah, j'adorerais ça, tiens. Et tu vois, je te donne une petite anecdote de hier matin, mais genre dans mes objectifs, c'est de travailler un jour avec David Guetta et de pouvoir faire de la musique avec lui. Et hier, je lui fais un message sur WhatsApp en lui disant. J'ai fait un edit de bande organisée, un titre, tu sais, de Jul. Et je sais qu'il joue ce soir au Vélodrome à Marseille. Je lui dis, j'ai fait une version, si tu veux, je te l'envoie. Comme ça peut être cool à jouer et tout. Il me dit, ah merci, c'est sympa. Et il me dit 2 phrases où il me dit juste, et bravo pour ce que tu fais, c'est bien, je vois que tu bosses fort en ce moment, c'est cool. Et bah franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis dit, bah voilà, je sais que je suis dans le bon chemin parce que quand ton idole te fait un message comme ça, bah... Je sais que mes objectifs, il faut que je les atteigne et que j'aille plus loin. Est-ce qu'on va te revoir à Monaco alors ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, pour le Grand Prix. Ah ben voilà. T'as dit que tu m'invitais ? Ok. Prenons rendez-vous. On fait comme ça. Super. Merci. C'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci.